Salut à tous, qui n'a jamais rêvé en regardant sa vidéo YouTube préférée de savoir combien gagne son créateur favori? Ou combien rapporte vraiment 1 million de vues? Est-ce l'équivalent d'un SMIC, d'un jackpot au loto ou d'un simple café? Aujourd'hui on plonge dans les coulisses de YouTube pour démystifier tout cela. Je vais vous dévoiler les secrets, les mythes et surtout les réalités de la rémunération sur cette plateforme avec notre invité Maxou. Alors accrochez-vous, ça promet d'être riche en révélations. Bonjour Maxou. Bonsoir, voilà. Donc premier podcast de la chaîne. Donc là le principe est assez simple, c'est un peu de parler argent. On va parler de thunes, on va parler money. Voilà un peu des bases de rémunération sur YouTube. Je sais pas, est-ce que tu sais toi déjà comment fonctionne la rémunération sur YouTube? Pas vraiment. Une petite piqûre de rappel, je pense, peut être pas mal. Alors petite piqûre de rappel, hein, pour en fait être payé sur YouTube, il faut déjà être éligible au programme partenaire YouTube. Pour être éligible au programme partenaire YouTube, il y a plusieurs types de conditions à réussir à obtenir. Est-ce que tu connais les conditions? Normalement, oui. Oui, alors t'as un certain nombre d'heures de visionnage que tu dois avoir et un certain nombre d'abonnés, je crois, non, c'est ça? Il me semble. Exactement. En fait, pour être éligible, il faut au moins que tu aies 500 abonnés sur ta chaîne. D'accord. Et que tu arrives à avoir un certain nombre de vues au cours de ta chaîne qui correspondent à 3000 heures de visionnage sur des vidéos publiques. Donc oui, si tu arrives à avoir 500 abonnés, d'accord, et 3 vidéos mises en ligne les 90 derniers jours et enfin 3000 heures de visionnage sur des vidéos publiques, alors, sous les 365 jours, bien sûr, alors dans ce cas-là, tu arrives à débloquer le fameux Saint Graal qui est le visionnage. Après, avec les shorts, tu peux aussi l'obtenir avec les shorts, pas forcément avec les vidéos. Mais pour les shorts, il faut que tu arrives à atteindre les 3 millions de vues sur les shorts publics en moins de 90 jours. Ah ouais, je sais pas si tu te rends compte. C'est énorme en fait. Oui, d'accord. Ouais. En 3 mois, c'est-à-dire qu'en 3 mois, tu dois réussir à faire donc 3 millions de vues. C'est en 3 mois, 3 millions de vues sur les shorts. C'est énorme, c'est-à-dire qu'il faut que tu martèles les shorts quasiment tous les jours, alors que sur les vidéos c'est un peu plus doux, c'est 3000 heures de visionnage en un an. Ce qui est quand même pas mal, mais oui, c'est quand même un peu plus doux, j'ai l'impression. Et puis alors du coup, j'imagine que tu peux pas faire la moitié de shorts et la moitié de YouTube, c'est vraiment l'un et l'autre, il faut que ce soit rempli à 100%, quoi. C'est ça, c'est soit l'un, soit l'autre. Et alors bon, après, une fois que tu as débloqué la rémunération, c'est que le début de l'enfer parce que tu as l'impression que c'est bon, tu fais partie du programme partenaire YouTube, tu as rempli les critères d'éligibilité et c'est parti pour avoir les avantages, c'est-à-dire la monnaie. Mais en fait, l'argent dépend du nombre de vues et d'abonnés de ta chaîne, surtout de vues. Oui, alors, en fait, comment ça influe? Ça, je pense que tu le connais, c'est le CPM et RPM. Tu connais un peu le CPM et RPM? Un peu, c'est le 1 euro les 1000 vues qu'on entendait avant, quoi. C'est ça un peu, ouais. Alors le CPM et RPM, c'est le coût pour 1000 vues. Et le RPM, c'est le revenu pour 1000 vues. Ok, d'accord, ouais, très bien. Donc en fait, une fois que tu as débloqué ta monétisation, tu génères des vues. Et à partir de ces vues, tu as à peu près 1000 vues qui va correspondre à une certaine somme. Imaginons, 1000 vues correspond à 5 euros. Ouais, okay. C'est ce qu'on appelle le CPM. C'est le coût pour 1000 vues. Mais le problème, c'est pourquoi le CPM est différent du RPM. Ça, tu le sais, c'est... Alors pour le coup, pas du tout, mais... tout simplement, les bloqueurs de pub. C'est-à-dire que les CPM, c'est les coûts pour 1000 vues en théorie, et le RPM, c'est le revenu pour 1000 vues en pratique. C'est-à-dire que selon les gens qui, n'ont pas utilisé leur bloqueur de pub, et de 2, aussi, il y a les revenus pour 1000 vues avec les personnes qui ont eu accès, qui sont tombées sur les pubs. D'accord, donc le CPM il peut être de 5 euros, mais le RPM lui il est beaucoup moindre, souvent il est de 3-4 euros, voilà, tu perds quelques euros entre les deux. C'est plus le RPM qu'il faut voir du coup, en finalité le CPM c'est un chiffre théorique mais tu l'atteindras jamais quoi. Exactement, le plus important dans une vidéo c'est pas de se concentrer tout le temps sur le CPM ou le RPM. Voilà, je sais pas si t'as déjà regardé sur ta vidéo par exemple que t'as essayé de faire toi, sur ta chaîne SNK, t'as pas eu accès à la monétisation encore? Non, parce qu'elle a pas. Enfin, vu qu'elle fait 10 minutes, même si elle a tapé les quasiment 11 000 vues, c'est pas encore assez. C'est énorme, 11 000 vues pour une vidéo quand même. Ah ouais, surtout pour une première vidéo que j'ai droppée comme ça, quoi. Mais bon, c'est cool. Ouais, c'est énorme. Et t'as atteint combien d'heures de vues en fait?
Je peux aller vérifier ça sur Studio, attends. Vas-y. Donc dans Revenus, c'est là-bas qu'on voit ça, je crois. C'est ça. J'ai atteint 600 heures de visionnage avec une seule vidéo, du coup. 600 heures? Ouais. Putain. Dis-toi que sur ma chaîne, là, Matar, je suis à 300 heures de visionnage. T'as le double de moi avec une vidéo alors que moi j'en ai 16. Ah, ouais, mais écoute, c'est parce que SNK ça marche bien, je sais pas. Le sujet était cool. Non, mais le sujet était cool. C'est pour te dire à quel point, quand même, pour avoir du bon revenu sur YouTube, c'est vraiment très difficile. Mais ça a l'air d'être assez aléatoire. Il faut que tu aies le sujet, il faut aussi que par miracle YouTube se dise oh waouh, la vidéo est bien. Attends, il faut le sujet, il faut aussi, je pense, que les personnes accrochent bien au sujet et que ça soit bien fait. Tu vois, si tu fais une vidéo rapide, vite fait, je sais pas, comme je fais un peu sur cette chaîne, et que toi tu fais une vidéo qualité, c'est pour te dire que ta vidéo qualité, ça équivaut à 32 vidéos chez moi. J'aurais beau faire 32 vidéos comme je fais là sur ma chaîne, avec une vidéo comme la tienne qualité, bien poussée, bien propre, bah c'est équivalent. C'est dingue, hein? C'est fou, hein. Après, il faut aussi pondérer le truc en disant qu'une vidéo de qualité, si elle est pas recommandée, ça peut aussi être un énorme bide pour la chaîne, quoi. C'est aussi, je pense que l'algorithme YouTube rend quand même beaucoup en compte sur ce truc-là. C'est pour ça que c'est aussi dur, parce que c'est aléatoire aussi. Une vidéo peut péter et une vidéo peut complètement flop. Ouais, c'est vrai qu'il y a un gros aspect aléatoire à tout ça. Je suis d'accord avec toi. Mais sur la base de rémunération YouTube, à la fin, l'aléa, il se joue beaucoup aussi, au nombre de vidéos que tu sors, au nombre de vues de personnes qui ont vu la vidéo et qui ont cliqué dessus. Donc, c'est-à-dire que t'as beau sortir plein de vidéos, si les gens cliquent pas dessus, bah ça fait pas d'argent. Alors que toi, t'as fait une vidéo, les gens ont cliqué dessus et ça aurait pu te faire de l'argent si t'avais débloqué la monétisation, quoi. Oui. Donc c'est ça qui compterait à la fin. C'est un peu dur. Moi, je trouve ça un peu injuste. Je sais pas pour toi. Mais... Oui, non, je sais pas quelles sont vraiment les raisons pour ça, mais oui, effectivement, c'est un peu compliqué. Puis alors, surtout, je pense que pour les créateurs, ça crée un peu un espèce de sens. Tu sais, vu que tu ne peux pas déterminer le score d'une vidéo à l'avance, bah c'est quand même un peu aléatoire, je pense, hein, le statut de créateur de contenu quand tu es au début en tout cas. À partir d'un certain moment, je pense que ça va, mais au tout début, je pense que ça doit être vraiment très compliqué, ouais. Surtout qu'au tout début, tu dois essayer de débloquer la rémunération et c'est pas forcément le plus évident. Là, pour le moment, moi j'y suis super loin, il me manque pas mal. Hein. Je suis qu'à 300 vues, il m'en faut 3000. J'en ai fait qu'un dixième. C'est vrai, un dixième. C'est dingue. Hein. Donc c'est pour ça, je me dis peut-être que avec ce podcast par exemple, si ça génère assez de vues, ça arrivera. Si les gens arrivent à suivre jusqu'au bout ce podcast, les gens arriveront peut-être à m'aider à débloquer la monétisation et du coup à développer la chaîne. Ça peut être. Ça peut être une super chose, une super idée. Soit sinon, de toute façon, il y aura des nouvelles vidéos et après, je ferai des vidéos comme ça. Mais bon, je fais des vidéos à perte, c'est un peu triste. Bon, c'est un peu triste, pas pour moi. C'est un peu triste surtout parce que je peux pas payer bien les monteurs, quoi. Ouais. C'est un peu le jeu de la rémunération sur YouTube. C'est qu'il faut de l'argent aussi pour payer des équipes. Et on a beaucoup tendance à faire croire, je sais pas pour toi, mais moi, je vois beaucoup de YouTubeurs qui font croire que gagner de l'argent sur YouTube, c'est facile et c'est génial et tout le monde peut le faire. Oui, non, je suis... Alors déjà, je pense que ça dépend beaucoup, quand même, de la thématique que tu veux aborder. Effectivement, peut-être que sur certains domaines, c'est relativement facile de percer, mais alors déjà, qui veut faire ça et à quel point c'est humainement enrichissant. Il y a certains contenus, ok, peut-être que c'est facile, mais j'ai pas envie de faire ça, c'est pas intéressant, tu vois. Je pense que, en fait, c'est trouver le milieu, le juste milieu entre le contenu qui, toi, te plaît à produire et le contenu qui va plaire aux gens. C'est vraiment ça, je pense, la chose très compliquée sur YouTube, finalement, quoi. Ah, je suis totalement d'accord. Parce que là, le mythe que tout le monde sort, c'est les youtubeurs sont tous riches. Moi, on me dit, t'es youtubeur, t'es riche. On me l'a sorti, ça. Ah ouais? Ah non, c'est faux, j'ai pas de thunes. Je suis pauvre. Donc, non, c'est totalement faux. Et encore plus, encore plus quand tu as des petites chaînes, ça, c'est encore plus faux. Et moi, en fait, on me parle beaucoup de Science Trash qui me dit, t'as Science Trash qui est 700 000 abonnés, ça doit te rapporter Max Pactol. Et en fait, il faut payer des équipes derrière. Et moi, je suis même pas en plus, je suis pas à la tête financière de Science Trash. Hein. Je possède 0 part de l'entreprise. C'est pas mon entreprise, donc je touche concrètement 0 € sur l'entreprise. Hein. Je touche que le salaire d'un prestataire. Hein. Donc, oui, sur la création de la vidéo en tant que telle et la participation, quoi, ouais.
Exactement. Donc les youtubeurs sont tous riches. Bah, c'est encore moins le cas pour moi. Moi, je ne suis pas du tout riche grâce à YouTube. Tout au contraire. YouTube me rend pas plus riche que qui que ce soit. C'est un complément de salaire. C'est le fin de mois. Je gagnerais autant d'argent en fait à donner des cours particuliers, quoi. Au moins, tu les donnes à des centaines de milliers de personnes, ce qui est quand même plutôt stylé. Mais bon. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair que c'est mieux de donner des cours particuliers sur YouTube à tout le monde avec des vidéos de vulgarisation où tu te donnes à fond et tu fais plaisir aux gens, plutôt que aller faire des cours particuliers chez les gens, passer 1 heure ou 2 ou 3 des fois le week-end avec des mômes qui détestent les maths. Non, c'est clair que. Alors, je pense que t'as vraiment l'impression d'aider vraiment des gens avec une telle chaîne, tu vois. En plus, t'es entouré. Enfin. T'as une équipe, donc si t'as des doutes, tu peux en parler et puis on voit. Donc je pense que c'est bien. Ouais, bof. Non, c'est pas vrai. Alors quand t'as des doutes, t'en parles pas à ton équipe parce que t'as une image de leader, donc des fois t'es obligé de te restreindre, de te maintenir, et c'est obligé. Tu dois pas trop montrer de faiblesse. Hein. Oui, non, mais bien sûr, mais. Si t'as en tout cas, t'as des questionnements sur les vidéos, tu peux en faire part à ton équipe, je pense, tu vois. C'est ce que je me dis. Ouais, non, c'est vrai, bien sûr. Mais ça, après, j'ai cette chance d'avoir une équipe, bien sûr, où je peux partager mes envies. Mais après, je peux pas, en termes de rémunération, ils peuvent pas m'aider, quoi. Oui, non, mais bien sûr, oui. En termes de rémunération YouTube, y a rien. Par contre aussi, le mythe, le million de vues égale 1 000 euros. Qu'est-ce que t'en penses, toi? D'après toi, c'est vrai ou pas? Je pense déjà, enfin, tu l'as dit avant, le CPM et le RPM, ça peut varier beaucoup. Si tu pars de ce postulat-là pour 1000 vues, alors pour 1 million, évidemment que ça peut varier énormément. Je sais pas à quel point ce chiffre peut être vrai ou pas, mais c'est clair que même s'il est vrai, ça peut sans doute varier de beaucoup, quoi. Ouais, il varie énormément ce chiffre. Alors moi, je peux te dire un peu sur Science Trash ou même d'autres chaînes. Il est pas du tout c'est pas du tout vrai. Ouais. C'est pas le million de vues 1 000 euros ou même le 100 000 vues 1 000 euros. Ça varie énormément, ça dépend de la chaîne. Une vidéo qui fait, imaginons 300 000 vues, peut faire 2-3 000 euros. Comme une vidéo de 300 000 vues à une autre époque avec moins de pubs, avec un CPM plus bas, peut faire que 1 000 euros. Donc ça peut varier du double, triple, voire au quadruple selon les vidéos. Mais ce qui est vrai, par contre, c'est qu'en ordre de grandeur, les 100 000 vues, c'est à peu près 1 000 euros. Les 100 000 vues, c'est à peu près 1 000 euros. Ça veut dire 1 euro les 1000 vues, on dit. C'est ça, les 1 euro les 1000 vues. Oui, d'accord, oui. Les fameux 1 euro les 1000 vues, oui, d'accord. Voilà, les 1 euro les 1000 vues, ça se rapproche pas mal. C'est pas loin d'être vrai. Mais après, ça dépend du milieu. Quand tu es dans le jeu vidéo, peut-être que ça peut être un peu plus, parce que les jeux vidéo, il y a pas mal de pubs qui veulent s'insérer dessus, en science aussi. Mais quand tu vas être sur des trucs niches comme le manga, l'animé, ou je sais pas, des domaines où il y a peu de placements publicitaires possibles, je pense que ça peut être beaucoup plus compliqué en termes de CPM et même voire très difficile. Oui, ok, oui. Non, je pense, je sais pas, mais j'imagine, oui, que les marques, elles doivent cibler les contenus qui les intéressent. Et par conséquent, effectivement, si le contenu n'a rien à voir avec la marque, il y a quand même moins de chances que la pub finisse par tomber sur la vidéo. Et que du coup, si tu as plusieurs marques dans ce cas-là, le RPM et le CPM sera forcément inférieur, oui. Ouais, c'est clair, non, mais moi, j'en suis quasi sûr. Mais après, ça dépend de chaque youtubeur, de chaque. En fait, ça dépend de là où ils se placent, de leur ligne édito et de comment le partenaire peut-être peut se placer automatiquement sur ces vidéos. Hein. Il y a un algorithme qui doit placer les pubs, je pense, selon le contenu. Mais après, sur la science, nous, on n'a pas trop de mal, c'est ça qui est bien. Je pense que l'avantage de la science, c'est que vu que ça parle à tout le monde et que c'est un petit peu, c'est le contenu scientifique, c'est le contenu un petit peu dans le haut du panier, tu vois, sur YouTube. Donc je pense que les marques, elles aiment bien être associées à ça aussi, et que c'est pour ça que ça marche, quoi. Ah, c'est sûr, non, je suis d'accord avec toi. Les marques sont friands de toutes ces possibilités. Mais bon, après, pour les petits youtubeurs, je sais pas combien gagnent, mais selon toi, combien gagne un petit youtubeur, selon toi? Petit youtubeur, c'est quel ordre? Est-ce que 10 000 abonnés, c'est un petit youtubeur? Est-ce que 100 000, c'est un petit youtubeur? Allez, déjà, les petits youtubeurs à mon échelle, c'est-à-dire autour des moins de 10 000, comme moi. Ah, les moins de... Alors, ça doit... Alors, je pense que ça doit aussi dépendre peut-être de quel type de contenu. Je pense que quelqu'un qui fait du contenu, tu sais, vraiment extrêmement niche, qui n'intéresse, en France, on va dire, maximum, son public maximum qu'il pourra atteindre, c'est 80 000 abonnés, tu vois, je sais pas. Ouais. Je pense que cette personne-là, dans le milieu où il est,
va pouvoir rapporter avec pourtant un faible nombre d'abonnés. Pas mal, parce que précisément, vu qu'il y a que lui qui fait ça et que c'est un contenu extrêmement niche, bah là peut-être que ça pourra rapporter pas mal. Ça dépend après. Parce que moi j'ai un ami, voilà, il est dans un milieu assez niche, hein, le bonsaï. D'accord, un truc, il y a personne qui va se dire putain, c'est un milieu incroyable. Wow. Ok. Il est le deuxième youtubeur bonsaï de France, il a beaucoup de vues. Hein. Sa chaîne a pas mal d'abonnés quand même pour une chaîne de bonsaï. Je crois que c'est 30 000, un peu plus, je sais pas, il est autour de là. Et il fait pas énormément de vues. Il fait pas de nombre de vues, c'est dans les 5 000, entre 5 000 8 000, pas plus, je crois. Et en fait, il gagne pas tant que ça dans mes souvenirs. Hein. C'est du 500, pas plus. Hein, mais je pense que ça va peut-être plus être dans peut-être les avantages qu'il aura avec certaines marques de ce milieu-là, tu vois. Puisque c'est vraiment le prime de la niche qu'il représente, du coup, les entreprises qui sont dans cette niche-là vont être ultra intéressées par cette personne, tu vois. Ouais, mais il faut être intéressé et sponsorisé. Mais les sponsors, ils vont jamais s'intéresser à sponsoriser quelqu'un qui a peu d'abonnés. L'objectif d'un sponsor, c'est toucher un maximum de public. Donc dès que tu as moins de 50 000, 80 000, même moins de 100 000, c'est compliqué d'avoir des partenaires. Oui, non, mais alors j'imagine bien. Mais si c'est un partenaire qui est en lien direct avec cette niche-là, je pense que tu vois, du coup, nécessairement, c'est plus facile. Ils savent qu'en touchant la niche du gars qui représente le mieux cette niche, ils vont forcément toucher plus de... Enfin, je sais pas, si un commerce que personne... que les gens s'en fichent un peu, tu prends le gars qui, en France, a le plus d'abonnés dans cette niche-là, tu collabores avec, je pense que ça aura beaucoup plus d'impact que n'importe quel youtubeur à 500 000 abonnés où les gens, en fait, s'en fichent un peu, tu vois. Ouais, je suis pas totalement d'accord là-dessus. Moi, je pense que ça dépend. Parce que quand tu as vraiment peu d'abonnés, même quand tu vas sur un milieu niche, tu vas dire quoi? Tu vas toucher combien du milieu niche? Allez, 10% max. D'accord? 10% max de 20 000 abonnés, ça fait combien? Ça fait 200 personnes. Ouais. Je fais un cours de maths ou je rêve là? Oui, non, mais c'est ça, mais... Ouais, ça fait pas. C'est pas 20 000, après, tu vois, c'est pas ouf. Moi, je pense que tu... Je sais pas si tu sous-estimes un petit peu, parce que je pense que dans un contenu niche, précisément, les gens sont là parce que ce truc-là les intéresse précisément. Tu vois, c'est pas un jeu mobile ou un truc, c'est vraiment ce contenu les intéresse, et c'est la sponsor du truc qui les intéresse, tu vois. C'est quand même autre chose. Ouais, c'est peut-être vrai. Bon, après, sur donc, les petits youtubeurs de ce niveau-là, ok, mais moi je te parlais d'abord pour commencer des youtubeurs à moins de 10 000. C'est-à-dire ils ont même pas atteint un stade d'avoir un public solide. Voilà. Comme moi, regarde, comme ma chaîne 2000 abonnés. Alors voilà, mais alors du coup, je pense que pour les créateurs de contenu, qui font pas du contenu niche, donc qui font du contenu, on va dire, un peu plus généraliste, mais qui du coup sont noyés dans une masse de contenu où des gens ont fait d'autres vidéos avant eux depuis des années et ont une audience beaucoup plus grande, là je pense que pour ces gens-là, pour évoluer, c'est quand même beaucoup plus dur. On est d'accord, non, mais c'est ce que je pense, et je pense que moi au début, ils gagnent que dalle en fait, ces gens-là. La rémunération est de 0 et ils sont à perte au début. Forcément, comme moi. Moi, je suis à perte sur cette chaîne. Je suis totalement à perte. Mais et après, pour gagner de l'argent, ça va mettre, pour rentabiliser, je pense que ça va mettre 2-3 ans. C'est sur 2-3 ans, peut-être que la chaîne va commencer à générer un bénéfice par rapport à toute la dépense que tu as faite au début. Après, c'est tout ce truc du risque-bénéfice. C'est lancer une chaîne YouTube à partir de rien. C'est un risque. Et si tu as envie que ça marche, j'imagine qu'il faut quand même mettre les moyens. Et que oui, tu seras en perte, mais que si tu fais des bonnes vidéos, je pense que ça peut échouer, tu vois, évidemment, parce que YouTube, il y a un facteur non négligeable de chance, mais ça peut, mais comme dans plein de choses, je pense, tu vois. Ah, ouais, mais YouTube, alors, le facteur de chance sur YouTube, on le connaît, il est assez strict, c'est-à-dire que la chance, il faut que tu la pousses aussi. Il faut que tu attires la chance pour que ça arrive. Donc la rémunération des youtubeurs, des petits youtubeurs, je pense qu'elle est difficile quand tu es pas forcément donc déjà quand t'as pas forcément de chance, mais quand tu es forcément âgé comme moi, c'est difficile parce que quand tu es jeune, dès que tu touches 500 € par mois, tu es content déjà, je pense. Oui, je pense aussi. Oui, quand t'es vraiment jeune, c'est 500 € d'argent de poche, tu es le roi du monde, je pense. C'est ça, exactement. Alors que quand t'es un peu plus âgé, 500 € par mois d'argent en plus,
tu dis ok, ça arrondit mes fins de mois, mais c'est un job secondaire, tu vois, t'es pas fou content. Oui, c'est ça, c'est un complément de salaire, ouais, c'est ça. Exactement. Donc ça dépend de l'âge, je pense aussi, la rémunération des petits youtubeurs et. Peut-être plus la perception de la rémunération plus que la rémunération, parce que la rémunération ne change pas, c'est la même, c'est plus la perception et du coup le temps que tu pourras mettre. Je pense que pour un jeune, se lancer sur YouTube c'est plus facile parce que t'as plus de temps. Et que l'argent que tu génères sur YouTube, c'est de l'argent que tu peux directement investir dans YouTube, contrairement à une personne plus âgée qui, en fait, il y a le loyer à payer, il y a les factures, les courses, etc. Tu peux pas tout injecter là-dedans, alors qu'un jeune qui commence à gagner un peu d'argent, il peut tout mettre dedans. C'est que de l'argent de poche et il a tout le temps du monde en plus pour le faire, tu vois. Donc, Exactement, c'est ce que je disais parce que j'avais mon pote là qui m'ont dit, il a arrêté sa chaîne YouTube parce que il avait plus le temps aussi. Il gagne, alors ça lui rapportait rien, il avait plus le temps, il a un enfant. Et en fait, les gens ils comprennent pas. J'écoutais un YouTuber, je ne citerai pas, mais qui disait c'est faux de dire qu'on n'a plus le temps. Mais si, en fait, c'est pas faux. Il y a des moments où tu n'as plus le temps. Ah mais c'est évident, c'est évident ça, oui, bien sûr. Il y a un moment où c'est pas une excuse de dire j'ai pas le temps. C'est pas une excuse, c'est concret. Il y a vraiment un facteur qui te dit j'ai plus le temps et il faut trouver des stratégies. Donc moi ça commence à être mon cas parce que j'enchaîne les activités, YouTube sur Science Trash, mon travail, mes recherches mathématiques, mon association. J'enchaîne tellement d'activités que ça commence à bouillir et il faut que je fasse gaffe parce que je n'ai plus le temps. Donc non, c'est une réalité. Et dire que du coup, je touche pas beaucoup d'argent, oui, parce que je multiplie des activités qui me rapportent pas d'argent. Donc si tu as un travail et que tu démultiplies une activité qui te rapporte pas d'argent, tu perds ton temps et tu perds de l'argent en fait. C'est triste. Ouais, c'est ça. Mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est pas bien. Et mettre un œuf dans 100 paniers, c'est pas bien non plus en fait. Il faut trouver le juste milieu, quoi. C'est vrai. C'est pour ça qu'après, ce qui est bien, ce que j'aime bien moi sur Science Trash particulièrement, c'est les partenariats. Les partenariats, c'est un peu la chose qui permettent d'avoir d'autres types de revenus et un peu de sauver, j'ai envie de dire, la chaîne. Les partenariats, ça marche assez simple. C'est donc des marques qui souhaitent placer tout simplement leurs produits en les mettant en avant sur une chaîne qui va pouvoir en fait communiquer autour de leurs produits pour les jeunes, pour les gens pour leur audience tout simplement, d'une façon différente et surtout autour d'un sujet différent. Et ça permet avec ce qu'on appelle un appel à action sur le produit de la marque, d'inciter les gens à aller découvrir donc une marque. Moi par exemple j'ai adoré faire deux types de partenariats sur la chaîne. Bon, premièrement il y a Yomoni que j'aime beaucoup. Que j'ai beaucoup aimé sur Science Trash parce que c'est utile, c'est pratique, ça permet de faire découvrir aussi aux jeunes ce que c'est un placement financier et il y a aussi tout ce qui peut être, bon certes c'est un peu débile mais les VPN, CyberGhost VPN, NordVPN c'est classique mais c'est sympa moi je trouve à permettre aux jeunes d'avoir leur propre VPN s'ils en ont besoin. Donc moi ce sont des marques que j'ai bien aimé en tout cas faire en termes de partenariat. Et il y a aussi quelques jeux vidéo qui sont sympas. Je sais pas si tu as vu le dernier, non mais moi je trouve ça horrible, les partenariats jeux vidéo qui te donnent envie de jouer aux jeux vidéo à mort. Le dernier de Trash, je sais pas si tu les as vu les derniers de Trash. Pas trop, je t'avoue. C'est Donjon 2, un truc comme ça, Dragon et Donjon, une sorte de Dragon et Donjon. Genre tu peux te transformer en dragon, tu peux essayer de t'infiltrer en forme de petit chat et tout, mais ça me donne trop envie ces jeux-là. Ok, oui je vois, ok. Mais bon, est-ce que c'est intéressant, selon toi, de souvent, en tout cas, mettre des partenariats sur des vidéos YouTube, comme beaucoup de YouTubeurs font. Par exemple, le JDG, dans chaque vidéo YouTube, il y a un partenariat. Moi, alors déjà, ça dépend quand même de à quel point la marque va te payer, tu vois. Je pense que JDG, au vu de l'implication qu'il met dans ses opérations sponsor, perso, ça fait partie des seuls youtubeurs que je ne zappe pas. Parce qu'elles sont réellement. Elles apportent une plus-value, tu vois. Elles sont réellement drôles. Ces OP NordVPN, Captain NordVPN, c'est iconique, c'est trop drôle, tu vois. Et du coup. En fait, je pense que quand l'OP apporte vraiment une plus-value, la marque est prête à payer pour ça. Et que c'est ça en fait, c'est vachement bien quand c'est pour ça. Je suis d'avis quand même de faire des opérations sponsor quand réellement ça apporte un plus aux gens et si possible en lien avec la vidéo. C'est quand même toujours plus sympa si tu parles, je sais pas moi, de villes dans le monde, faire une OP sur un truc de tourisme genre trop bien qui te permet d'avoir des réductions de fou, c'est vachement bien, tu vois. Ah, je suis d'accord. Non, mais c'est pour ça, mettre en avant ce type d'OP, moi je suis 100% pour. Après, le faire à chaque fois, ça dépend. Parce que tu vois, le joueur du jeu grenier, c'est une vidéo une fois par mois, je crois. C'est ça, une fois par mois. C'est ça.
Donc ça reste raisonnable, mais t'imaginerais voir un youtubeur qui fait voilà, une vidéo toutes les 2 semaines à chaque fois avec une OP? Ce serait un peu plus lourd, je trouve. Oui, non, je suis d'accord. Surtout que si c'est pour des OP de produits pas terribles, bah, c'est quand même dommage. Parce que bah, déjà, je pense vraiment que la chose la plus dure à acquérir pour un youtubeur, au-delà de l'argent, c'est vraiment une bonne réputation. Il y a des... bah, par exemple... en ce moment, c'est la hype The Great Review. Il y a des gens qui aiment pas, mais voilà. Alors moi, The Great Review, personnellement, je comprends la hype, je comprends que les gens l'apprécient parce qu'il a une bonne narration. Franchement, moi, il n'y a pas de souci, mais je n'accroche pas. Ah, mais je peux comprendre. J'accroche en fait à sa ligne éditoriale qui est, moi, je trouve exemplaire sur YouTube. Parce que c'est comme ça que YouTube fonctionne. Mais je n'accroche pas au temps de pause, aux longueurs. Et en fait, je suis fatigué. Moi, je suis pressé d'en savoir plus, tu vois. Et il est lent. C'est lent. Et j'ai du mal. Alors perso, je trouve que ça sert réellement la narration. Je trouve qu'il a ce truc de bien placer les musiques au bon moment, tu vois. Et bah, The Great Review, il expliquait dans une interview qu'il a donnée sur Zach en roue libre que le plus dur pour un vidéaste, c'était d'acquérir la réputation du tu cliques pas pour la vidéo, tu cliques pour le créateur. Tu vois, The Great Review, moi je sais que c'est la dernière vidéo sur League of Legends, je m'en fous League of Legends concrètement, mais j'ai vu que The Great Review a sorti une vidéo, je l'ai cliqué sur la vidéo. Je pense que cliqué pour le créateur. Exactement, je pense que quand c'est vrai que le créateur est bien, il est bon le créateur. Ah bah si tu aimes ce genre de contenu, The Great Review, je pense qu'en France c'est le meilleur, tu vois. Et du coup, pas dire ça parce que bon, il y a des créateurs qui racontent plein de bonnes histoires comme ça. Ah non mais bien sûr, non mais bien sûr. Il y avait l'époque, comment il s'appelait? Attends, mais justement, attends. Il y avait un créateur, je sais pas si tu t'en souviens, il avait son micro, sa chaîne c'était juste un micro et il racontait l'histoire de super longues histoires, des vidéos de 40 minutes où il te racontait l'histoire, par exemple du créateur de Apple ou des histoires de dingue. Il avait juste un micro. Tu t'en souviens pas? Ça m'a dit quelque chose, attends. Ah putain, attends, va sur YouTube, on va le rechercher. Mais je suis sûr que tu t'en souviens. C'est pas Pierre. En plus, je crois que j'ai l'impression qu'il a arrêté YouTube, ce mec. C'était des vidéos narrées, mais super bien. Tu t'en souviens pas? J'arrive pas à son nom me revient pas, mais du coup, tu vois ce que je veux dire sur ce truc-là de la réputation et tout. Ce truc-là est le truc le plus dur à obtenir, tu vois. Je pense que The Great Review, demain, il commence à enchaîner les opérations sponsor sur des trucs pas terribles. Sa réputation s'en fait... évidemment, ça va un peu ternir sa réputation. Et c'est dommage. Et moi, je pense que les marques sont prêts à payer pour ça aussi. Ah, c'est Paul, la chaîne de Paul. Voilà ce que je sais. J'adore, moi, ce youtubeur. Alors, j'ai arrêté ses vidéos parce que c'est pas contre lui, hein, mais j'avais un bout d'un moment du mal, on va dire, à suivre. Il a arrêté un peu le rythme aussi, et les sujets me plaisaient de moins en moins. Mais je trouve que sa ligne édito, franchement, elle était vraiment pas mal du tout. Au début, il tapait des vues à coup de 500 000, 600 000, etc. Il tapait énormément de vues, et sans comprendre pourquoi ces vidéos ont fait un nombre de vues de plus en plus disparate. C'est-à-dire, autant il faisait du million quand il parlait de la vie de Clara Morgan, autant il tombait à 34 000 dès qu'il faisait des vlogs, autant il tombait des fois à du 300 000 juste parce qu'il parlait de l'histoire de la vraie Phoenix Jones. Tu vois, ces vidéos avaient un nombre de vues qui variait énormément selon le sujet, et je trouvais ça un peu dommage. T'as peut-être aussi les gens qui vont cliquer... genre plus que pour un créateur, mais qui vont cliquer pour un format. Il y a des gens qui vont aimer... par exemple, je sais pas, t'as sûrement des gens qui ne regardent pas les épisodes classiques du JDG, mais qui sont trop fans des papy greniers, tu vois. Et peut-être que c'est ça aussi, ils vont juste cliquer sur le format qui les intéresse, et le reste, ils s'en fichent un petit peu. C'est dommage, tu vois, c'est triste, parce qu'elles sont très bien, ces vidéos, mais c'est pas pour ça qu'ils se sont abonnés, tu vois. Ouais, c'est vrai. Après, je sais pas si, par exemple, Science Trash, dans notre cas, je pense pas que les gens ils cliquent pour une personne. Quand ils voient une vidéo de Science Trash, ils se disent quoi, d'après toi? Moi, je pense que Science Trash, ça fait partie des chaînes où les gens cliquent pour le sujet, tu vois. Ouais, je pense aussi. C'est le sujet qui fait tout. Et tu vois, il n'y a pas d'image, parce qu'il n'y a pas d'image sur Science Trash, on n'en a pas créé une, on l'a fait exprès. Du coup, les gens, ils sont vraiment là en train de cliquer juste pour le sujet. Mais cela dit, on a aussi quand même constaté que tu mets un chibi sur une miniature, ça marche un peu mieux quand même. Je pense que les gens cliquent plus pour le sujet. Et que quand même le chibi, de toute façon c'est simple, regarde toutes les chaînes... Le chibi c'est la petite marque seulement, c'est parce que les gens ils disent je connais, c'est trash, et comme ils connaissent, ça leur dit un truc, ils vont cliquer. Oui, mais je pense pas que ça aide plus qu'autre chose. Vu que trash est quand même un certain garant de qualité,
Les gens s'attendent à ce que la vidéo soit au moins bien. Tu vois, c'est pour ça que les nouvelles chaînes qu'on sort, Sport Trash, Horror Trash, Techno Trash, très récemment, tu vois, marchent et marchent très vite et plutôt très bien. Parce que, en fait, les gens savent que chez Trash, il y a une certaine qualité. Et du coup, au minimum, ce sera bien, tu vois. Et forcément, ça joue, je pense. T'as peut-être raison. Après, c'est pas facile, je pense, quand t'as une image. Parce que le Great Review, il disait justement que les gens, le plus dur sur YouTube, c'était que les gens cliquent plus pour l'image de la personne derrière que pour la vidéo. Mais c'est quelque chose qu'on n'aura jamais, nous, sur Science Trash, quoi. Bah, c'est tristement vrai. Les gens cliquent parce que le sujet est un peu parce que peut-être trash, mais les gens vont pas cliquer parce que il y a telle personne qui a fait l'écriture, tu vois. Ouais. Mais c'est clair. Je suis d'accord avec toi hein, sur ce point. C'est un peu ça qui peut. Mais après, est-ce que c'est pas un mal pour un bien? C'est qu'en même temps, trash, c'est un collectif et que les gens, ils associent du coup trash à ce collectif-là. Et que oui, t'as pas une personne qui va attirer les gens. Mais c'est l'entité, c'est le groupe, c'est l'effervescence de toutes les personnes qui ont travaillé sur la vidéo qui vont faire cliquer les gens aussi, tu vois. C'est une autre façon de créer du contenu, je pense. C'est une façon différente. Moi, je suis pas sûr que après, enfin, pour moi, il est difficile de faire autrement de toute façon pour le moment. Hein. C'est notre ligne éditoriale et on pourra pas la quitter. Oui, non, mais oui, je pense aussi, oui. D'ailleurs, ça me fait penser à un point, c'est un peu le prochain point que j'avais noté qui serait intéressant à parler, c'est un peu les défis financiers qu'on a sur YouTube. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais il y a énormément de dépenses à la con sur YouTube. Que ça soit donc le matériel, les logiciels de montage, que ça soit les monteurs, les rédacteurs. Il y a tellement de dépenses. Alors quand tu montes une chaîne YouTube à zéro, quand moi j'ai commencé Science Trash, j'en parle dans une vidéo que je vais faire là sur ma chaîne, quand j'ai commencé Science Trash à zéro, j'étais tout seul, je faisais la rédaction et je faisais le montage. D'accord. La première vidéo Science Trash, j'ai fait rédaction et montage, et avec je sais pas qui, j'ai fait le montage avec Nox, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, la première vidéo, mais au début, c'était tout seul, à la main. Et ça me rendait fou à me dire, mais aujourd'hui, pour se développer, tu dois déléguer pour gagner du temps ailleurs. Tu peux pas tout faire seul, c'est pas possible. Donc il faut de l'argent pour développer et payer des monteurs. Normal. Oui. D'accord. Mais le problème, c'est que le coût d'un montage, c'est pas rien. Il y a des gens qui payent des monteurs 10 € de l'heure, ça s'appelle du vol. Ah oui, non, mais c'est de l'arnaque, c'est... Oui, non, mais les gars... Augmenter les tarifs, d'accord hein. Bon, on m'en parlera pas, mais... Bon, hein non, mais pas très bien, les gars, pas très bien, mais bon... Non, mais... Et le problème, c'est que ça met une pression, parce que d'un côté, il faut que tu arrives à payer correctement des monteurs, et en même temps, il faut que tu arrives à générer assez d'argent pour pouvoir les payer. Et si tu génères pas cet argent, en fait, tu le sors de ta poche quand tu commences, de toute façon. T'es à perte. Oui. Donc comment tu fais là, c'est dans mon cas, hein, t'as bien vu, je suis à un juste milieu. Je dois d'un côté payer des monteurs, mais si je paye des monteurs pas assez chers, j'ai des monteurs souvent amateurs, pas professionnels, qui n'ont pas l'habitude, et du coup, t'as quasiment pas de montage ou un montage de merde à la fin. Oui, c'est ça. C'est si tu prenais, une société de montage, le montage serait carré, rendu à telle date, telle heure, tel retour, tel machin. Mais le prix serait assez cher. C'est trouver, c'est ça, ce rapport risque-bénéfice et risque-bénéfice le plus rapidement possible aussi. Alors que tu peux pas vraiment le mesurer. C'est à quelle est la probabilité que je rentabilise le plus vite possible en fonction de. Je pense que c'est compliqué. Ah, je suis d'accord, c'est compliqué. C'est pour ça, Kélian, il dit souvent, il faut bien payer les monteurs, mais il a raison. Il faut bien les payer. Alors moi, du coup, des fois, je me dis, je vais passer par des entreprises ou trouver des monteurs pros, mais vraiment des bons monteurs pros. Avant, sur Science Trash, on avait Fizz, mais Fizz, il a préféré monter à la fin son propre business pour devenir encore meilleur monteur. Mais les monteurs, en fait, les bons monteurs coûtent cher, quoi. Puis alors, il y a aussi beaucoup de très bons monteurs qui du coup sont justement très bons et qui du coup ont déjà plein de clients et ne peuvent juste plus prendre personne, tu vois aussi. Et moi je pense qu'en France aussi, c'est ce que j'ai l'impression de constater, c'est qu'il y a beaucoup de monteurs débutants, qu'il y a beaucoup de monteurs très bons et que les monteurs très bons sont vraiment très bons, mais que t'en as pas tant que ça et qu'ils sont déjà overbookés et que les monteurs qui seraient un peu entre les deux, c'est quand même un peu rare. Et c'est un peu ça peut-être qui est compliqué aussi si tu veux te lancer. Non, et que les monteurs qui seraient peut-être techniquement un peu entre les deux, ils vont leur manquer peut-être le sérieux,
Je sais pas, oui, c'est ça, le fait que on m'a donné telle date, je le rends à telle date. Et voilà. Ouais, mais ouais, c'est un peu compliqué du coup de réussir à allier rémunération, payer toutes les charges qu'il y a sur une chaîne YouTube. À la fin, tu te dis, mais en fait, vous croyez un YouTuber à 30 000, bah ouais, il peut se faire peut-être ce YouTuber à 30 000, 500 euros par mois, 600, 700 euros par mois. Mais s'il veut tout faire tout seul, il va tout mettre dans sa poche. 500, 600 euros, ça arrondit bien ses fins de mois. Mais s'il a besoin de prendre du temps pour développer sa chaîne ou pour faire d'autres choses, il va être obligé de payer des monteurs. Et en fait, il va pas gagner grand-chose, le mec. Hein. Ouais. Mais en même Triste, temps, hein. parallèlement à ça, si tu payes un monteur, t'as sans doute plus le temps de faire plus de vidéos, de faire plus de rédaction et d'avoir peut-être plus de vidéos sorties. Donc peut-être que tu vas, si t'arrives à bien organiser ça, peut-être que tu arrives peut-être à équilibrer un peu le truc. Je sais pas si c'est possible. Ouais. Mais pour ça, il faut Ah. du coup tomber sur un monteur sérieux qui rend les vidéos à temps et c'est compliqué. Mais en fait, c'est toujours le même problème et le même point, quoi, au final. Ouais, je suis d'accord. Non, mais on est tous d'accord que le gros dilemme, c'est le ratio bon monteur et bonne rémunération avec le monteur. On est C'est ça, d'accord, ouais. c'est pas facile. Et d'ailleurs, est-ce que d'après toi, je sais pas, hein, c'est un peu le dilemme, dans l'éthique de YouTube, est-ce que tu penses que. Alors, il y a deux dilemmes. Premièrement, est-ce qu'on doit être transparent sur ses revenus avec les abonnés? Ah, euh, alors, je pense que être transparent sur la manière de comment ça marche, c'est bien. Parce que les Hmm. gens. C'est intéressant en fait de savoir comment ça marche, tout ça, c'est pour de la culture. Ouais. Maintenant, connaître le montant, est-ce que c'est si important que ça? Quelle valeur a cette information-là pour les gens, si ce n'est ah bah d'accord, tel youtubeur gagne tant, ok, je le sais, voilà. Enfin, je vois pas en quoi ça apporte vraiment de la valeur aux gens. Savoir comment YouTube paie ses créateurs, c'est bien, c'est important, c'est bien de le savoir. Si t'as envie de te lancer, c'est cool. Mais connaître le montant exact de combien génère la chaîne de Michou, je m'en fiche un peu, tu vois. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Bon, moi aussi, je m'en fiche un peu. Mais d'un côté, important d'être un peu plus transparent parce que si tu sais qu'une chaîne qui va générer 0 € comme la mienne, par exemple, ne va pas permettre aussi de publier un contenu de fou parce que j'ai pas les moyens. Est-ce que j'ai les moyens de faire un contenu comme Michou? Bah, passez-moi l'argent qu'a Michou, déjà. Et moi, je vous prends une équipe de cadrage, une équipe pour faire des trucs de dingue aussi. Il n'y a pas de souci. Mais passez-moi 0 €, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ouais. Rien. Voilà, donc bien sûr, être transparent quand même avec le revenu avec ses abonnés, ça permet aussi permettre aux abonnés de jauger les possibilités de vidéos que tu peux faire aussi. Faut voir ça aussi. Bah alors du coup, est-ce que tu vis uniquement par le jugement là? Enfin oui, quelque part parce que tu es soumis à la vue, au clic et aux commentaires peut-être des abonnés. Mais je sais pas, je reste dubitatif. Je pense pas que les abonnés ont besoin de savoir ça. Et je pense pas que t'aies besoin d'avoir une quantité de revenus immense. Ça dépend. Parce que, évidemment, si tu veux faire du Michou, t'as besoin d'argent, beaucoup d'argent. Bah oui. Si tu veux faire du The Great Review, t'as besoin d'un PC, d'OBS, d'un micro, d'un logiciel de montage. Ah oui, non mais attends, pour faire du bon great review, le mec il Non passe mais son temps fou à écrire son script aussi. Hein. ah mais non mais c'est clair, il faut aussi beaucoup de temps et un talent que les gens n'ont pas forcément et c'est aussi ça qui va être la plus-value. Mais que, enfin, l'argent pour faire un certain type de contenu c'est ultra important. Pour en faire d'autres c'est pas si important que ça et je pense que les abonnés en réalité s'en fichent un peu. Tu vois, moi je pense qu'ils attendent juste de bonnes vidéos et enfin c'est ça en fait, ils Ouais. attendent quand il y a eu bon alors ça n'a pas de rapport mais tu vas voir que ça a un petit peu un rapport quand même. Pokémon Écarlate sort. Le jeu est dans un état Ouais. catastrophique. Ouais. Les gens le reçoivent, ils l'ont payé 60 €. T'as des personnes qui vont dire légitimement, mais les gars, Game Freak, ils ont eu 9 mois pour développer un open world. Vous vous rendez compte, c'est déjà un exploit qu'on ait un jeu. C'est Et t'en as clair. d'autres, ils vont dire, mais moi je m'en fous, j'ai payé mon jeu 60 balles le même prix que Zelda Breath of the Wild. Et le jeu est dans un état catastrophique, ce n'est pas normal. Qui a raison? Non, mais personne n'a raison, parce que d'un côté, ça n'a rien à voir. Et bien sûr que Pokémon est horrible et que c'est pas normal qu'il soit aussi catastrophique. Et c'est sûr que c'est pas normal. Je vais pas refaire tous les débats qu'il y a eu. Ce n'est pas normal, mais d'un côté, on sait pas on sait pas on sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé derrière, quelle était la rémunération sur le jeu. On sait pas plein de choses, quoi. Donc on peut pas comparer. Oui, mais d'accord, mais d'un point de vue du consommateur, le consommateur, quand il achète son jeu, la seule chose qu'il attend, c'est d'avoir un bon Ouais. jeu. Il s'en fout de C'est toute la clair. chaîne de production. Il veut, j'ai mis 60 € dans tel jeu, j'attends telle qualité. Ouais, je suis d'accord. Bon, il sera déçu, oui, il sera pas content, c'est sûr.
Non, mais c'est ça qui est dommage, c'est-à-dire que les petits youtubeurs, ils vont toujours avoir moins de chances de se développer que les gros. Ce que je disais, c'est que ce qui est assez triste sur YouTube, c'est que 0,33% en fait des youtubeurs en fait arrivent à capter la majorité, voilà, la majorité de l'audience de YouTube. 0,33% en fait des youtubeurs dépassent le million de vues. C'est rien. C'est-à-dire que les autres youtubeurs en fait n'arriveront jamais à capter autant que ces 0,33% avant un gros moment parce que c'est le jeu de YouTube de toute façon. Mais c'est que quand tu commences, tu n'as pas les moyens de faire des choses de fou quoi aussi. Ouais, mais je pense aussi que les gens le savent. Au contraire, d'ailleurs, il y a beaucoup de commentaires. Je sais pas, un youtubeur a seulement 30 000 abonnés, mais il te sort une vidéo d'une qualité absolument incroyable. Les gens dans les commentaires ont conscience que 30 000 abonnés par rapport à cette qualité-là, c'est assez dingue. Et tu verras souvent dans les commentaires oh là là, ta vidéo est vachement bien, tu mérites tant d'abonnés. Ou alors c'est pas normal que t'en aies si peu. Parce que les gens ont aussi conscience. T'as un contrat un peu tacite entre le vidéaste et le viewer. Tu vois. Oui, non, mais oui, mais non. Regarde, t'as deux types de youtubeurs dans ce cas-là. T'as les youtubeurs qui vont en fait noyer leur contenu, 2 vidéos par semaine. Plein de vidéos à la chaîne qui sont faites un peu à la Zub et tout ça ils vont avoir un maximum de vues à la fin parce que voilà ils ont fait plein de vidéos, elles sont pas incroyablement belles les vidéos mais les gens s'en foutent. Je suis désolé mais regarde Lohan, ces vidéos sont pas particulièrement travaillées à fond sur les premières et pourtant ça marche bien. C'est la différence entre du contenu de flux et du contenu de catalogue. De catalogue, je suis d'accord. The Great Review, tu t'as raté sa dernière vidéo, c'est pas grave, dans 6 mois ce sera toujours très bien. Lohan, t'as raté sa dernière vidéo, c'est pas grave, dans 6 mois, il y en aura 30 des pareils, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça doit tu peux pas jauger, enfin, tu peux pas comparer du contenu de flux et du contenu de catalogue. Sur Science Trash, c'est plus du contenu de catalogue, même beaucoup plus du contenu de catalogue. Et si t'as raté la dernière vidéo, c'est pas grave, dans 6 mois, elle sera toujours là et elle sera toujours très bien et toujours travaillée, tu vois. C'est vrai. Alors, on m'a parlé d'un truc. J'ai discuté avec mon chef d'entreprise, mon PDG, et il m'a dit un truc parce qu'il aime bien en fait l'univers de YouTube. Alors, comme je suis YouTubeur, il adore me parler de YouTube. Moi, ça me fait plaisir. Et il m'a dit un truc quand même qui m'a intrigué. Il a parlé avec donc on est dans l'intelligence artificielle et les outils d'intelligence artificielle qui vont sortir actuellement sur YouTube va permettre à beaucoup de jeunes, à beaucoup de moins jeunes aussi, de pouvoir développer et créer leur propre contenu de manière très simple et totalement automatisé par des IA. Ce qui va faire que plein de créateurs vont pouvoir se lancer, s'aider de tous ces outils d'IA pour davantage développer leur script, leur montage, leurs médias, etc., etc. Est-ce que ça va pas, à un moment, créer un afflux, une sorte de vague de nouveaux créateurs avec des thèmes de plus en plus innovants et à la fin, du coup, diminuer la rémunération de tous les youtubeurs au vu de cette nouvelle vague qui va arriver? C'est la question que beaucoup se posent. Alors là, pour le coup, je n'ai aucunement les compétences pour répondre. J'aurais pu peut-être te donner mon avis sur à quel point ça pourra impacter le contenu de qualité par rapport aux vues. Mais alors, savoir à quel point les vues vont être dévalorisées par rapport à d'autres, je peux pas. Je sais pas. Alors moi, mon avis, c'est quand même, en fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est que là, on est dans une génération, on est dans une phase assez plate de YouTube. C'est-à-dire, on est sur un rythme constant. Il y a les jeunes nouveaux youtubeurs qui commencent à émerger, ok, il y a des générations qui tournent, ça a toujours été ça, je sais pas, il y a même des youtubeurs qui ont été oubliés quand même entre les deux générations. Je sais pas si tu te souviens du youtubeur breton, j'ai totalement oublié lui. Breton. Ah ouais, non mais il est perdu dans l'oubli le pauvre. Le blond qui était breton, qui venait de Bretagne. Ouais, vraiment ça ne me dit rien Ah du tout. Putain, mais si, je suis sûr que ça dit à plein de gens. Putain, il y a des youtubeurs, ils ont été oubliés par le temps. Pas Max, il s'appelait pas Maxou, non, désolé. C'est Max. Toi, c'est toi. Non, mais le blond aux yeux bleus de Bretagne qui arrêtait pas de charrier sa région, et c'était drôle, moi j'aimais bien. Putain, je l'aimais bien, et il y avait aussi son pote, ils étaient deux, il y avait lui et son pote avec un petit bouton à côté du nez là, qui était sympa. Et les deux en fait sont partis dans l'oubli. Ah, c'est fou, hein, c'est vrai. Et c'était des gros youtubeurs, hein, c'était pas des petits youtubeurs, hein, donc... Tu te dis, mais putain, entre deux générations, il y a une vague de générations qui peut passer, et en fait, entre les deux, tu peux sauter assez facilement. Moi, celui qui m'a le plus choqué, moi, j'en reviens pas, je me dis, c'est super dur, parce que c'est tout simplement, et tu vas être d'accord avec moi, le youtubeur scientifique le plus connu de son époque, c'était... Moi, je dirais que c'était Y Penser.
Il pensait, c'est ça. Parce que c'était le GOAT d'une époque, hein. Il pensait, c'était merveilleux. Hein. Je me souviens qu'il y avait vraiment certains de mes profs à l'époque qui mettaient des vidéos d'y penser en cours. C'était merveilleux. Il pensait. Quand tu vois ce qui est arrivé, on est d'accord qu'il est... Putain, on se dit, c'est pas possible. Ce n'est pas possible de perdre autant de talent. Hein. Donc là, avec l'arrivée de cette technologie, mais en fait, Science Rage, bon, j'espère que ça va tenir, hein, mais moi, est-ce que je vais pouvoir me développer sur YouTube avec tout ça? Est-ce que j'aurai le temps, la force? Ça va être... Moi, je pense que j'ai les l'impression gens que je pourrais pas. sont quand même... Enfin, je pense que les gens vont tendre à une recherche de l'authenticité. Ouais, aujourd'hui, on peut faire des miniatures avec de l'IA et ça marche. Mais les meilleures miniatures sont quand même toujours celles qui sont faites par des graphistes. Bah, je suis pas d'accord, parce que oui, non, mais bien sûr. Mais les graphistes peuvent céder de l'IA pour faire de plus belles miniatures, ce qui était fait actuellement. Vrai, ça va plus vite, surtout, tu gagnes en temps. Quand t'as 20 vidéos, tu prends une IA et tu fais tes 20 miniatures en 2 secondes. Oui, mais ça, c'est quand tu fais du contenu de flux, et évidemment, c'est plus rentable. Si tu fais du contenu de catalogue, et je pense que ça va être le contenu qui sera le plus mis en avant, parce que le contenu de flux, avec l'IA... en fait, l'IA favorise quasiment, enfin, en tout cas, beaucoup plus, le contenu de flux, précisément dû au fait que ça va plus vite. Et que ça va plus vite, tu peux aller plus vite dans la génération du contenu de flux, tu vois. Ouais. Oui, les contenus de catalogue va être aidé par l'IA parce que, bah tiens, faire une miniature, globalement, c'est un graphiste qui le fait. Mais tiens, j'ai pas de fond, les fonds sur Google sont de mauvaise qualité. Bah, je vais générer un fond et il sera vachement beau et je pourrai un petit peu le repimper et tout. Je pense que les gens seront beaucoup plus, ont toujours été et seront toujours attirés par du contenu plus authentique. L'IA va être une aide, si tu veux, pour le contenu de catalogue, mais globalement, ça va être l'authenticité. Et je pense qu'à terme, on s'inquiète beaucoup, c'est ça, oui, il y aura plein de vidéos, machin, ça va noyer, mais en réalité, moi, je pense que le vrai bon contenu sera toujours mis en avant par les gens. Je pense. C'est vrai. Et d'après toi, comment YouTube, à la fin, va aussi réussir à se démarquer par rapport aux autres plateformes qui vont quand même aussi évoluer comme Twitch et TikTok? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, quand même, ils commencent à être de plus en plus nombreux sur TikTok, à vouloir faire du contenu rapide, un peu de... J'appelle ça, moi, c'est le fast-food, un peu TikTok. C'est du contenu fast-food, du contenu rapide et vraiment débile. Et t'as pas l'impression que YouTube va devoir aussi tendre un peu vers ça? Tu vois, la vidéo là qu'on fait d'1 heure, mais en fait, c'est les plus chevronnés là qui vont déjà arriver jusqu'ici. Donc, t'imagines, les gens qui sont sur TikTok, ils n'arriveront jamais à écouter ce genre de vidéo, j'ai l'impression. C'est pas le même public. Est-ce que TikTok fait vraiment concurrence à YouTube? Bon, oui, parce qu'il y a moins de gens qui sont sur YouTube. Mais les gens qui sont sur YouTube pour regarder du contenu long, ils s'en foutent un peu de TikTok. Ou alors ils y vont, une demi-heure toutes les 2 semaines, tu vois. Je pense que YouTube, Twitch et TikTok peuvent coexister. TikTok répond à un besoin qui est satisfaire en un temps très court une audience. YouTube, maintenant, et le contenu maintenant qui est le plus mis en avant sur YouTube, et t'as dû t'en rendre compte, c'est les vidéos longues, les vidéos d'une demi-heure, 40 minutes, 1 heure, 1 heure et demie. Les vidéos qui marchent le mieux, les vidéos qui sont le plus hype, et par exemple, on parle encore de Secret Review, mais on peut en reparler. Les vidéos de The Cat Review, c'est des vidéos minimum d'1 heure, tu vois. Enfin, minimum de 40 minutes pour les... Mais c'est pour ça que c'est trop long. Moi, j'arrive pas à The Great Review. Il te parle, en plus, il traîne en longueur sur ces sujets. Je sais pas comment les gens font, hein, mais il traîne en longueur sur des sujets. Oh, c'est magnifique. Oh là, c'est beau. Et un jour, il va faire une vidéo sur les musiques de Final Fantasy. Je vais être là et je vais dire, putain, j'adore les musiques de Final Fantasy, mais en fait, il va me les faire ailleurs parce qu'il sera trop lent pour les raconter. Mais ouais, tu vois, moi, je trouve ça très bien, ce rythme lent. Mais c'est pas le sujet. C'est tout ça pour te dire que sur YouTube... ce qui va le mieux marcher, ça va être les vidéos plus longues. Parce qu'en fait, les vidéos courtes, ce besoin, parce qu'à l'époque sur YouTube, je sais pas, époque de 2015-2016, t'avais déjà ce truc-là, des vidéos courtes, genre entre 8 et 12 minutes. Qui sortaient souvent. Ça a été remplacé par les TikTok. Donc maintenant, sur YouTube, ce qui a pris le pas, c'est les vidéos longues. Twitch, c'est encore différent parce que c'est des lives. Et donc les lives, c'est quand même pas la même chose de regarder un live et de pouvoir interagir directement avec, en quelque sorte, une vidéo interactive en direct. C'est pas pareil que de poster un commentaire sur YouTube. Donc je pense que les 3 plateformes au final peuvent coexister. YouTube pour les vidéos plus longues, les formats plus sérieux, TikTok pour les formats très courts qui répondent à un besoin spécifique de l'instant, tu vois. Et Twitch pour le format plus je regarde mon streamer préféré et j'interagis avec, tu vois. Ouais, je suis pas totalement convaincu que dans le futur, en tout cas, TikTok n'arrive pas aussi à s'accaparer en fait une part du marché de YouTube. Ah mais c'est déjà le cas. Il lui a volé justement ce contenu relativement court qui durait entre 5 et 12 minutes, tu vois.
Il lui a volé ce truc-là, TikTok. Moi, je pense autrement. Je veux dire, les jeunes vont vouloir aussi, les plus jeunes encore, vont vouloir peut-être préférer avoir du contenu à la TikTok plutôt que du contenu à la YouTube. Les vidéos longues, en fait, ça revient un peu aux émissions télé qu'on avait avant, j'ai envie de dire. En fait, j'ai l'impression que la télé qu'on avait avant s'exporte de plus en plus sur YouTube. Et que en fait, le contenu rapide qu'il y avait sur YouTube s'exporte de plus en plus sur TikTok. Du coup, que les tranches d'âge qu'on avait avant sur les télévisions se transportent de plus en plus sur YouTube, et que la tranche d'âge qu'on avait sur YouTube se transporte de plus en plus sur TikTok. Oui, c'est un peu ça. Mais en même temps, vu que les gens grandissent, en fait, c'est les mêmes personnes qui restent sur YouTube au final. Eh bien, ils ont grandi, donc forcément, mais en fait, je pense pas. Et je pense pas non plus que les gens ont un temps d'attention qui soit moindre. Si tu prends l'exemple du cinéma, il y a des énormes blockbusters de 3 heures qui sortent. Ben, le dernier biopic sur Oppenheimer, là, il a fait des scores de fou, tu vois. Les gens peuvent se concentrer autant de temps. Donc je pense pas que TikTok va s'accaparer et voler toutes les parts de YouTube. Il lui a volé, entre guillemets, le contenu court, mais le contenu long, de par le fait que TikTok se base uniquement sur... base sa popularité que sur du contenu court, ne pourra jamais prendre cette part de marché à YouTube. Et Twitch, c'est encore un monde à part, tu vois. Ouais, et en plus TikTok a une rémunération de ses créateurs qui est encore un peu à la bourre. Ouais, après ça bien pourra évoluer sur YouTube, pas sur TikTok. Ouais, non, mais ça pourra évoluer. Mais moi, je pense que la rémunération qu'on a aujourd'hui sur YouTube, je sais pas si dans le futur elle pourra continuer. Moi, je doute avec l'inflation, avec l'arrivée de plein de nouveaux créateurs, avec tout ce qui va arriver. Je sais pas si ça va continuer comme ça. Mais peut-être que j'ai tort, hein. Non, je pense que tu auras toujours des gens passionnés, des gens qui voudront créer du contenu de manière passionnée, et des viewers passionnés qui le regarderont. Et que du coup, le contenu sur YouTube ne peut pas mourir pour ça, tu vois. Pas le contenu, mais la rémunération des créateurs. Si la rémunération des créateurs commence à diminuer, ça va tuer peut-être certains créateurs, parce qu'ils n'auront plus les moyens pour créer comme ils le souhaitaient. Moi, je sais que j'ai un créateur que je connais bien qui crée des vidéos d'astronomie et qui a besoin d'un certain nombre de revenus pour pouvoir créer ses vidéos parce qu'il paye des rédacteurs et des monteurs. Et que le jour où il n'aura pas ça, mais en fait, ça va être dramatique pour lui. Ouais, oui, non, oui. Après, TikTok te permet pas de construire une audience fidèle. YouTube le permet. Ah, clairement. Et c'est ça aussi la grosse différence. C'est les marques vont mettre beaucoup plus de sous sur un créateur de contenu YouTube à 150 000 abonnés, je pense, qu'un créateur de contenu TikTok à 2 millions. Parce que le créateur de contenu à 2 millions, les gens s'en foutent, personne le connaît en vrai. Alors que le créateur de contenu à 150 000 abonnés qui fait des vidéos sur la science, les gens le connaissent. Enfin, en tout cas, les gens dans cette sphère-là le connaissent. C'est vrai. Après, sur Après, sur le YouTube Science, j'ai envie de dire, il n'y a pas de grand monde. On a de la chance, on n'est pas nombreux. Ça marche en science, mais ça marche partout. Dans le manga, c'est pareil. Les gens qui font des TikTok manga, qui les connaît? S'il vous plaît, c'est important qui les connaît. Alors que tout le monde connaît le chef Otaku. Le chef Otaku a 1 million d'abonnés. Tu prends un TikToker manga à 1 million d'abonnés, personne le connaît. C'est vrai. C'est vrai, mais alors pourtant moi quand je vais à des invitations dans des entreprises ou des avant-premières ou tout ça, ils invitent maintenant que des TikTokers. Hein. je les connais même pas. Une fois ils ont présenté à l'avant-première, je sais pas si on te l'a raconté, je pense. Hein, oui, je crois que tu m'as déjà raconté. L'avant-première de Demon Slayer quand on était avec Kélian. Oh my god, putain, il y avait des TikTokers random que personne connaissait, on se regardait, mais c'est qui ces types? C'est ça, mais ces mecs-là, tu crois qu'ils ramènent qui en convention? Personne, mais oh non, personne ne les connaît, je peux même pas t'en citer un seul. Hein. Non, je suis d'accord avec toi. Il y en a, c'est plus compliqué. Après, bon, il y en a qui sont plus connus parce qu'ils ont énormément quand même d'audience sur TikTok, mais surtout auprès des jeunes. Mais la quantité d'audience qu'il te faut pour à peine arriver au niveau d'un youtubeur manga YouTube à 100 000 abonnés, tu vois. C'est vrai, non, t'as raison que c'est un peu dur. Justement, c'est un peu ça que le but, hein, c'est le titre du podcast, c'est un peu ça, la rémunération sur YouTube entre mythe et réalité. La réalité, en fait, elle est vraie, hein, c'est que YouTube, il y a de l'argent. Après, le mythe, c'est que cet argent est accessible à très peu de personnes. Et que aujourd'hui, avec l'évolution de TikTok et tout ça, il y a beaucoup de gens qui essayent de partir un peu ailleurs. Après, tu vois, est-ce que ça marche pas pour à peu près tous les sujets de l'audiovisuel? Dans le cinéma, t'as beaucoup d'argent. Dans les faits, les gens qui touchent le pactole, c'est les gens qui produisent du contenu qui marche. Tu vois, YouTube, c'est la même chose. En fait, c'est toujours ce truc-là de à quel point ton contenu va marcher en fonction de la qualité. Voilà. Ah, c'est exactement ça. Mais ça devient sport, en tout cas, de vouloir se lancer sur YouTube aujourd'hui. Moi, je pense, par rapport à ce que d'autres disent, c'est pas accessible à tout le monde parce qu'il y a de la chance,
il faut avoir les codes, il faut avoir du temps. Les gens, mais il y a un truc. Il faut avoir du temps et il faut arrêter de dire que tout le monde a du temps. Non, parce que les gens priorisent leur temps différemment, surtout. C'est clair, et quand surtout, si tu veux te lancer sur YouTube, il faut avoir un nombre de compétences variées. Graphiste, c'est un métier à part. Monteur, c'est un métier à part. Doubleur, c'est un métier à part. Rédacteur, c'est un métier à part. Quand tu te lances sur YouTube, il faut que tout ça, tu saches le faire assez bien pour que les gens te suivent. Exactement. C'est ce que je fais. Moi, doubleur, ça va parce que je l'ai avec Science Trash. Monteur, j'ai déjà monté donc je sais le faire. Rédacteur, j'ai déjà rédigé plein de vidéos sur Trash. Mais le problème, c'est que faire les trois en même temps, le temps que ça demande. Mais le temps que ça demande et les compétences que ça. Il y a tellement de compétences nécessaires et variées et complètement différentes en fait pour faire une vidéo. Ouais, c'est clair. En plus du temps que ça prend, ça demande beaucoup. C'est pour ça que c'est pas si simple et non, tout le monde ne peut pas le faire. Il y avait une étude qui a été faite auprès des créateurs qui disait que pour faire une vidéo entre 7 et 10 minutes, d'accord, ce qui est assez bien. Entre 7 et 10 minutes, ça demandait plus de 30 heures de travail aux créateurs. Alors je pense que ça dépend beaucoup. Si tu fais de la React, 10 minutes de vidéo, tu réagis à un épisode d'animé de 20 minutes, allez, la vidéo, elle t'a pris 1 heure à monter. Tout, vraiment tout. C'est clair. Si tu fais une vidéo de 10 minutes sur la psyché d'Eren dans l'attaque des titans, ça prend un peu plus de temps. Voilà, Ah non, je suis d'accord. Ah bon, alors pour récapituler un peu tout ce qu'on a dit, est-ce qu'on est d'accord quand même, le petit récapitulatif quand même de cette heure de podcast, c'est déjà j'aimerais bien qu'on me débloque la putain de monétisation sur cette chaîne, hein. On est d'accord? Donnez l'argent. Non, donner des vues du coup, parce que donner des vues, mais YouTube. Donner des heures de vues. Regardez mes vidéos en boucle. Sur plusieurs IP différents, je crois, non? Je sais pas si tu peux c'est ça. Avec NordVPN, les gars. Voilà, c'est ça. Utilisez NordVPN et regardez en boucle ce podcast. Ça va me débloquer les vues. Comme ça, ils vont être attirés, ils vont venir, tu vois. Je te jure. Envoyez ça à tout le monde. Voilà. Et bien justement, c'est un peu l'idée, c'est partager justement un peu cette vidéo. Pour les gens qui connaissent un peu mieux l'univers de YouTube, comment ça fonctionne, partagez cette vidéo podcast, invitez des gens à découvrir ça. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, bien sûr. Et je sais pas le prochain sujet. Est-ce que tu as une idée de prochain sujet un peu qu'on pourrait aborder? Moi, je voulais aborder un sujet différent pour la prochaine fois. T'as une idée, toi? Moi, j'en ai une. Tu veux rester sur du YouTube ou tu veux vraiment changer complètement de registre? Changer, moi, j'aime changer de registre. YouTube, ça va un temps. Oui, ok. Dis-moi. Alors, moi, je voulais partir sur un sujet plus scientifique. Oui. C'est tout simplement scientifique et scolaire. C'est comment réussir à l'école. Quelles sont les clés pour réussir à l'école? Oui, ok, oui. Donc peut-être du coup parler de toute la condition, tout l'aspect social, tout l'aspect apprentissage et tout qui est vachement important. Oui, ok, je vois. Il y a celui-là et il y en a un autre sujet que j'aimerais bien faire un jour aussi. Ça serait la politique. Je déteste la politique et j'aimerais bien en parler en podcast un jour. Pourquoi il faut détester la politique? J'aimerais bien faire un sujet, c'est pourquoi faut-il détester la politique? Et c'est un peu atypique en plus comme parti pris. Donc, moi je le prends. Et voilà, j'hésite à faire deux podcasts en tout cas sur ce sujet. Je sais pas ce que t'en penses, Maxou, mais bon, pour la prochaine fois, ça peut être pas mal. Ouais, non, je suis d'accord. Voilà. En tout cas, on va finir là-dessus. J'invite tout le monde donc bien à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne et partager donc ce podcast. N'hésitez pas à le réécouter, à l'écouter quand vous êtes au sport ou quand vous êtes en train de faire quelque chose. Vraiment, écoutez-le en boucle. Écoutez-le en boucle. Écoutez-le en boucle. Que ça. Voilà. Et on vous dit à bientôt. Ciao tout le monde. À plus. Ciao.